Amis de la liberté, de la démocratie et de la bonne gouvernance, salut à tous et à chacun et bienvenue à ce nouveau rendez-vous de votre émission Le Grand Déballage qui se déporte au domicile de Luc Marius Ibriga, contrôleur général d'État à la retraite, enseignant d'université. Il a accepté de nous ouvrir ses portes afin qu'on puisse parler de la situation nationale. Monsieur Luc Marius Ibriga, bonjour. Bonjour. Bienvenue donc à l'émission Le Grand Déballage. Logiquement, on aurait pu vous dire bienvenue à Burkina Info, mais c'est Burkina Info qui se déporte chez vous. Alors, comment va Luc Marius Ibriga aujourd'hui pour ceux qui nous regardent et qui s'interrogent sur votre état de santé? Oui, Luc Marius Ibriga aujourd'hui se porte de mieux en mieux. C'est vrai que j'ai eu un certain nombre de problèmes au niveau des cervicales, mais merci, l'État burkinabé a fait le nécessaire pour que je sois soigné. Et donc aujourd'hui, je suis en convalescence et je me remets de cette intervention chirurgicale. Ça veut dire quoi, l'État burkinabé a fait le nécessaire? Puisque j'ai été évacué, du fait que l'intervention sur les cervicales ne pouvait pas se faire ici. Et donc j'ai bénéficié d'une évacuation à l'hôpital américain de Paris. Avec l'argent du contribuable burkinabé? Oui. Voilà pourquoi je remercie l'État burkinabé pour cette prise en charge qui m'a permis de recouvrer la santé. Donc vous faites partie des privilégiés du Burkina Faso et les pauvres aussi. Qu'est-ce que vous dites à ce niveau? Parce que ça fait l'objet de débats régulièrement. On dit que ce sont que les privilégiés qui bénéficient de ces évacuations sanitaires. Le débat il est réel. Oui. Il est réel dans la mesure où il faut que nous arrivions à faire en sorte d'avoir sur notre territoire ou plus proche dans la sous-région, des structures sanitaires qui sont à même de prendre en charge les différents maux que connaissent notre population. Et là, bon, je suis vraiment très reconnaissant aux différentes structures de l'administration d'avoir été très diligents pour faire en sorte que bon, je puisse être évacué dans les temps. Dans le temps, hein, c'était assez critique à un moment donné. Oui, bon, oui, puisque les cervicales ayant été touchées, bon, il y avait le problème d'une possible rupture. Et donc, qui dit rupture dit soit coup du lapin ou bien tétraplégie. Donc, c'était une situation assez délicate. Et bon, ça a permis cette évacuation a permis de résoudre le problème. Est-ce que vous dites aussi que c'est le concentré de tout ce que vous avez subi, que ce soit l'enseignement à l'université, le rôle de contrôleur général d'État, courir de gauche à droite pour sauver la République et finalement on en perd côté santé? Ça, je ne peux pas tirer une conclusion là-dessus. Peut-être que c'est un mal que j'avais en moi et qui peut-être a prospéré sans que je m'en rende compte. Et heureusement aussi que ça s'est manifesté pour que bon, on puisse anticiper, trouver la solution. Sinon, bon, j'aurais pu, à un moment ou à un autre, passer l'arme à gauche sans crier gare. Donc, au moins, vous pouvez rassurer tous ces étudiants, ces jeunes qui se reconnaissent en vous que vous allez mieux maintenant quand même. La bonne nouvelle, c'est à ce niveau-là. Oui, je vais mieux. La preuve, c'est que je suis devant vos caméras. Et sinon, bon, je pense que aujourd'hui, je reprends mes activités et je pense que bientôt, ça sera dans la normale. Alors, Luc Marius Ibriga, malgré votre état de santé, vous avez suivi l'actualité du Burkina Faso. En janvier 2022, votre nom avait été associé à l'ancien président Paul-Henri Sandaogo Damiba. Vous étiez obligé de démentir. Est-ce que depuis lors, jusqu'à ce qu'il tombe, vous n'avez pas eu d'acquaintance avec lui? Non, j'ai eu à rencontrer le président Damiba avant, et tout juste après que j'ai quitté mon poste de contrôleur général d'État.
Donc, il m'avait rencontré avant. Et puis après, quand j'ai fini ma tâche, je suis allé lui dire au revoir. Et donc, à cette occasion, je lui ai aussi dit ce qu'il y avait à dire par rapport à ma perception des choses. Et c'était quoi exactement? J'avais déjà dit sur les antennes de la télévision nationale du Burkina Faso que le coup d'État, ce n'était pas la solution pour résoudre les problèmes du Burkina Faso. Vous le lui avez dit en face? Oui. Et quelle a été sa réaction en son temps quand vous lui avez dit que... Oui, c'était une situation de fait, puisque le coup d'État avait déjà été consommé. Donc, c'était de savoir qu'est-ce qu'il faut faire. Il dit, mais l'élément essentiel, c'est la prise en compte de l'intérêt général et de l'intégrité du territoire. Est-ce que vous avez demandé de venir l'accompagner dans la gestion du pouvoir? Non, non. Il n'y a pas eu de proposition à venir l'accompagner, mais en tant que... Ce qu'il m'a dit, c'était en tant que citoyen. On avait la contribution, on pouvait apporter notre contribution à la résolution du problème. Mais vous ne l'avez pas fait jusqu'à ce qu'il tombe? Est-ce qu'il est arrivé un moment où vous avez cherché à le voir pour lui dire que le pays n'était pas sur le bon chemin? Puisque puis quelques temps après, je n'étais plus au Burkina Faso. J'ai été évacué, donc et je suis revenu au mois de juillet et donc en convalescence. 2 mois après, il est voilà. tombé. Donc, je n'ai plus eu l'occasion d'échanger avec le président Damiba. Mais de là où vous étiez, vous avez eu le temps de suivre aussi l'évolution de la situation au Burkina Faso. Est-ce que vous avez commencé à avoir des doutes sur la gouvernance même du Burkina Faso avec ce régime militaire-là? Non, disons que ce qu'il faut poser comme problème, c'est que c'est quelque chose qui est congénital à tous les coups d'État. À savoir que ceux qui arrivent, ils n'ont pas de programme préétabli. Et donc, on est dans l'improvisation. Et quand on est dans l'improvisation, la tendance est de... Si on n'a pas un cap qui est très clair, la tendance à dévier. Et quand vous êtes entouré vous appelez les gens à venir pour travailler avec vous, vous avez différentes chapelles et on vous tire à gauche, à droite et ça conduit souvent à des problèmes au plan interne. Si vous prenez dans l'histoire politique du Burkina Faso, vous vous rendez compte que c'est la même situation qui se reproduit, que ce soit au moment de l'avènement de la révolution, on a appelé les gens de venir, les gens sont venus, mais ils sont venus de différentes chapelles. Et selon les chefs historiques, c'était des tendances qui étaient là. Et ce sont ces tendances-là qui ont conduit à ce que nous avons connu le 15 octobre. Et la même chose se reproduit ici, parce que quand vous prenez dans le cadre de la gouvernance de Roch Marc Christian Kaboré, en ce qui concerne l'armée, il n'y avait rien à lui reprocher. Rien à lui reprocher. Non. Malgré tous les griefs qui étaient formulés, le drame d'Inata, entre autres, non, tout ce qu'on a connu. Ce n'est pas Roch Marc Christian Kaboré. Roch Marc Christian Kaboré avait juré de ne pas mettre un militaire à la tête du ministère de la Défense. On l'a poussé jusqu'à ce qu'il cède à ce niveau pour mettre un militaire. Donc les militaires avaient les commandes, le ministère de la Défense, le chef d'état-major, l'ensemble des commandements. Alors, est-ce que Inata, c'est Roch Marc Christian Kaboré qui devait voir l'intendance à Inata? Mais oui, mais en tant que président du Faso... Il doit avoir un regard quand même sur les instructions qui sont données aux autres. Oui, mais ce sont des informations qu'on lui relaie. Lui-même, il n'est pas sur le terrain. Il y avait le ministre de la Défense, il y avait le chef d'état-major, il y avait les commandants. Et il y avait ceux qui devaient, l'intendance militaire, qui devaient faire le nécessaire. Et donc, quand on est chef, on porte le chapeau, c'est tout. Mais ici, les militaires avaient toutes les coudées franches pour agir. Et de même, quand on voit le budget qui a été voté pour l'armée,
ils avaient tous les moyens pour s'équiper. Mais on arrive, une année après, on se rend compte qu'ils n'ont même pas utilisé une bonne partie de l'argent. Et que même l'argent qui a été utilisé, ça a servi simplement à distribuer des per diem et des choses, et non pas à véritablement équiper l'armée. Donc, qui est responsable? Voilà la question qu'il faut poser. Et voilà pourquoi, aujourd'hui, cette question demeure. Il faut que le gouvernement et le président Ibrahim Traoré aient le courage du langage de la vérité. Et les assises nationales que nous avons connues ont failli. Récemment, là? Oui, ont failli dans la mesure où ce qui est essentiel, puisque la priorité des priorités, c'est le recouvrement de notre souveraineté territoriale, la priorité des priorités, c'était de faire l'état des lieux de la situation. Est-ce que les assises en 24 heures, 48 heures, on pouvait le faire? Non, mais voilà pourquoi j'ai dit qu'elles ont failli. Puisqu'on s'est préoccupé uniquement de régler des problèmes de prise du pouvoir, sans poser la question fondamentale de savoir comment nous allons recouvrer. N'était-ce pas une tribune uniquement de validation du coup d'État de Traoré? Est-ce que ce n'était pas uniquement organisé, taillé sur mesure pour le confirmer chef d'État? Mais oui, il y a, comme on dit, des lapsus révélateurs. Si vous prenez, on a dit que les assises avaient pour but de désigner le président du Faso, le président de la transition. Et à la sortie, qu'est-ce qu'on a? On a un acte de confirmation. Ce n'est pas possible. Vous avez été surpris par les conclusions qui ont été obtenues. Ils l'ont fait en 24 heures, c'était assez expéditif tout de même. Mais oui, mais c'est ça. Dans la mesure où il y avait à donner des orientations. Mais quand même, la réflexion est importante. Et à ce niveau, il aurait fallu qu'on fasse le bilan. La preuve, c'est que tout le monde, ou presque, avait contesté le bilan qu'avait fait le président Damiba. Donc, il y a nécessité de dire où en sommes-nous, dans quel état sommes-nous, quelle est la réalité de la présence terroriste sur le terrain, quel est l'état de nos forces, de quoi avons-nous besoin pour conduire la riposte. Et en ce moment, les citoyens sont à même de s'attendre à ce qu'on puisse leur exiger quelque chose d'autre. Les citoyens qui sont sortis, pour la plupart, ont trouvé que Damiba avait échoué. On a senti qu'il y avait totalement un rejet de cette personne-là, de sa personne, de Damiba. En fait. Oui, mais je pense que vous comprendrez que ces personnes qui sont sorties ne sont pas sorties comme cela. Ce sont les supporters du MPSR2 qui sont sortis. Et la preuve, c'est qu'on a retrouvé les noms de certains des leaders dans les représentants, les 100 représentants du MPSR. Donc, c'est véritablement quelque chose de préparé, tout comme le coup d'État de janvier avait été préparé également. Mais là aussi, ce coup d'État a été préparé. Est-ce que vous vous attendiez à l'échec de Damiba en 8 mois? Ah non, puisque que ce soit Damiba ou que ce soit Roch-Marc Christian Kaboré, ils ont bénéficié de situations favorables. Mais maintenant, le problème, c'est l'utilisation que vous en faites. Et quand Damiba est arrivé, il y a eu un attentisme de la population qui n'a pas réagi parce que ces gens se disaient, bon, ben, maintenant, nous verrons qu'est-ce qu'on va faire directement, puisque ce sont les militaires qui ont pris le pouvoir jusqu'à la présidence, ben, ils pourront impulser la politique. Et ils avaient mis en avant le défi sécuritaire pour dire que Roch Kaboré avait échoué au niveau du plan sécuritaire. Alors que, ben, quand on regarde en réalité, il se trouve qu'ils avaient ils étaient aux manettes et ça n'a pas marché. Et bon, on nous fait comprendre que c'est s'ils obtiennent le COSIAM que ça va marcher. Ça ne marche pas. Quand vous avez écouté les premiers mots d'Ibrahim Traoré, réconciliation au forceps, il a dit impunité avec le retour de Blaise Compaoré. Certains s'enrichissent, deviennent des milliardaires alors que les gens mangent des feuilles en brousse. Alors, ce qu'il a donné comme information, ça a dû peut-être galvaniser la jeunesse en disant que c'est Damiba qui était le problème. Oui, ça c'est un discours
de tout coup d'État, c'est de noircir le tableau en face et pour justifier et légitimer son intervention. Mais il n'y avait pas une part de vérité dans ce qu'il a dit? Non, il y a une part de vérité dans la mesure où, quand le président d'Amiba a fait son bilan des 5 mois, ben, il y a eu une levée de bouclier pour dire que, véritablement, il n'a pas fait les choses, il n'avait pas fait le diagnostic réel de la situation. Dans la mesure où les nouvelles qui venaient du terrain montraient bien qu'il y avait une rétention d'informations. Et donc, cette question de la communication est importante. Et voilà pourquoi je parle du langage de la vérité. Le président Ibrahim Traoré, dans le feu de l'action, a dit qu'ils vont faire en 3 mois ce que les autres n'ont pas fait en 8 mois. Ça, c'est encore une déclaration. Est-ce que vous avez trouvé que c'était trop prétentieux de sa part? Ben oui, c'est très prétentieux. Dans la mesure où, quand vous arrivez dans un coup d'État, vous ne connaissez pas l'état de la situation. Vous ne savez pas quel est l'état des caisses de l'État et les moyens dont vous allez disposer pour le faire. Et donc, ça, c'est dans le feu de l'action que cela a été dit. Mais il peut se ressaisir parce qu'il ne faut pas qu'on nous leurre pour nous dire qu'en 21 mois, on va recouvrir le territoire national. Il faut qu'on nous dise le langage de vérité. Qu'est-ce qu'il faut? Quels sont les efforts que tous les Burkinabés doivent faire pour que nous puissions y arriver? S'il n'y a pas ce langage de vérité, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Alors... Et donc, peut-être qu'il y a d'autres qui vont considérer que, une fois que Ibrahim Traoré est arrivé à Okosiam, il a été coupé de la troupe et qu'il s'occupe d'autre chose que des hommes sur le terrain. Est-ce que par rapport à ce qu'il a dit, retour de notre ancien, on s'en a vu un peu Blaise Compaoré, le retour de Compaoré, il a parlé aussi donc de cette corruption éventuellement. Est-ce que sur ces points-là, ça ne suffisait pas pour pouvoir renverser Damiba? Non, mais je pense que ce problème de... Parce que ça ne va pas, il faut faire un coup d'État pour résoudre le problème, ce n'est pas la solution. Ce n'est pas la solution. Donc ce coup d'État n'est pas le bienvenu selon vous? Non, aucun coup d'État n'est le bienvenu. Dans la mesure où, comme je dis, le coup d'État est fondé sur une inspiration messianique. Voilà des gens qui se croient investis de prérogatives de venir pour résoudre les problèmes de la société. Et la preuve, c'est qu'on se rend compte qu'ils n'ont pas de solution et qu'ils ont besoin que d'autres personnes viennent les aider à résoudre le problème. Donc, c'est parce qu'ils ont la puissance des armes. Ils ne sont pas les plus nombreux. Si chaque corps devait, parce que ça ne va pas, se lever pour dire qu'on va changer, ou comme ils disent, prendre leurs responsabilités, alors que leur responsabilité, c'est l'intégrité du territoire. C'est ça la responsabilité de l'armée. L'armée a pour fonction d'assurer le respect de la souveraineté de l'État et de l'intégrité du territoire. Or, jusqu'à présent, ils n'ont pas encore résolu. Est-ce que vous pensez que c'est un règlement de compte entre Ibrahim Traoré et puis finalement Paul-Henri Sandaogo? Là, je ne sais pas. Je ne suis pas membre du MPSR. Je ne sais pas quelles sont les contradictions internes qui sont développées à l'intérieur. Mais c'est ça, je vous dis, quand vous avez un coup d'État, vous avez une coalition qui se réunit pour faire un coup d'État, mais après, il y a des ambitions à l'intérieur et il y a des divergences. Et ces divergences, si ces divergences ne sont pas résolues en interne, il y a un clash et c'est un nouveau coup d'État. Vous prenez, je vous ai dit, prenez dans l'histoire politique du Burkina Faso, ça ne fait que se répéter. Donc un coup d'État en appelle forcément à un autre coup d'État. Oui, puisqu'on installe la culture du coup d'État. Oui. Et c'est ça le danger au Burkina Faso. On en vient à banaliser le coup d'État. C'est-à-dire, quand la situation devient critique, qu'est-ce qu'on dit? Non, il faut titiller des militaires pour qu'ils fassent un coup d'État. Et on fait le coup d'État, où est-ce qu'on va?
C'est en ce moment qu'on cherche à savoir où est-ce qu'on va aller. Alors que quand on fait des élections, ce n'est pas la panacée, mais au moins le citoyen s'est prononcé, en théorie, il s'est prononcé sur la base du programme qu'on lui a proposé. MPSR 1, MPSR 2, voyez-vous vraiment des différences entre ces deux-là? On ne sait même pas, puisqu'on ne sait pas quel est le programme du MPSR, on ne sait même pas quelle est la composition et tout. Finalement, vous caricaturez le MPSR comme quoi? Une nébuleuse ou... Oui, c'est une véritable nébuleuse dans la mesure où on ne savait même pas que le capitaine Ibrahim Traoré était membre du mouvement patriotique pour la sauvegarde, la restauration. Et donc, les gens sortent et disent que nous sommes le membre du MPSR. On n'a jamais su quelle était la composition et quelles sont les prérogatives du MPSR dans l'État. Parce qu'il nous avait été dit qu'une fois que la charte de la transition serait adoptée, le MPSR serait dissous. Mais la réalité vient de nous montrer que le MPSR continuait de fonctionner. Faut-il craindre le MPSR pour le Burkina Faso? Est-ce un danger pour le Burkina Faso? Ah non, mais je pense que de ce point de vue, il faut qu'il se révèle. Parce que les chapelles secrètes posent souvent des problèmes dans la mesure où on ne peut pas savoir quels sont véritablement les desseins qui sont poursuivis. Et donc, à ce niveau, ils sont sortis, ils nous ont dit que l'autre a échoué et qu'il n'a pas... On l'a remplacé, lui, comme si les contradictions pour le pouvoir étaient des contradictions individuelles. Non, les contradictions... Donc vous revenez à ce que je disais tout à l'heure. C'est comme si c'était un règlement de compte entre Damiba Non, et les contradictions, non. Ce que je veux Oui. dire, c'est que les contradictions de pouvoir ne sont jamais des Est-ce que ces contradictions ne révèlent pas finalement des problèmes de personnes? Non, ce ne sont pas des contradictions individuelles. Oui. Quand il y a des contradictions de pouvoir, c'est des contradictions de système. À savoir que dans la manière de faire, la manière d'aborder le pouvoir est un élément fondamental. Vous prenez par exemple, par rapport au CNR, les contradictions qui ont conduit au 15 octobre, mais c'était au départ, ont été masquées, mais c'était vraiment le retour à l'ordre bourgeois qui était visé par rapport à la révolution. Donc, ce sont des contradictions du système. Et là, quand on écoute... Les hommes ne sont que les ambitions individuelles sont exploitées pour les systèmes. Voilà pourquoi... Mais est-ce que quand vous écoutez les premiers mots du capitaine Ibrahim Traoré, il le dit, il y en a qui sont en train de devenir des milliardaires. C'est assez quand même grave comme accusation qu'il a eu à formuler avant la prise du pouvoir. Oui, mais... Vous avez été contrôleur général d'État. Est-ce que vous pensez qu'à ce niveau, quand même, il faut impérativement que l'État se saisisse de ce dossier et qu'il dise la vérité au peuple qui est devenu milliardaire? Mais oui, c'est pour cela que j'ai dit qu'il faut le langage de vérité. Oui. Il faut le langage de vérité pour dire à la population où est-ce que nous en sommes réellement. Il appelle la population à la mobilisation et autres. Mais on ne peut pas se mobiliser si on ne sait pas où est-ce qu'on va, d'où on part et quel est l'objectif pour y arriver. Beaucoup ont vu en lui un Thomas Sankara, la réincarnation de Thomas Sankara. Oui, mais tout ça, je vous ai dit, au coup d'État, ça se prépare. Et là, c'est tout le discours qui a été mis en musique pour faire accepter le coup d'État dans la mesure où, dans l'imagination et l'imaginaire des Burkinabés, la figure de Thomas Sankara représente véritablement un redressement de notre pays par rapport à sa souveraineté. Et ça, c'est quelque chose qui coïncide. Et Thomas Sankara avait fait ses preuves. Est-ce que vous voyez des liens entre Thomas Sankara et puis Ibrahim Traoré? Non. Parce que, pour le dire, il faudrait voir Ibrahim Traoré à l'épreuve. C'est depuis le 30 septembre qu'on le connaît. Il n'a pas encore posé d'acte pour qu'on dise qu'il rentre, il marche dans les pas
Il a formé un gouvernement, il a nommé un Premier ministre. Mais oui, mais ce n'est pas... Déjà, ça peut vous donner... Oui, mais ça peut vous donner... Ça peut vous donner des orientations quand même. C'est le plus facile. Mais je ne pense pas que c'est parce qu'il a nommé un sankariste à la tête du gouvernement que l'orientation serait d'aller et de marcher dans les pas du sankarisme. Est-ce que la configuration du gouvernement Apollinaire Kyelem 1 vous rassure un peu? Est-ce que vous avez des je ne connais pas beaucoup de personnes. Il y a des ministres d'Amiba qui ont été reconduits. Mais pas des ministres d'Amiba, des ministres du MPSR, il faut le dire. Ce pas des ministres d'Amiba. Parce que si c'est une contradiction interne au MPSR, ça veut dire que dans cette contradiction, il y a des gens qui étaient pour le camp qui a eu le pouvoir aujourd'hui. Et donc, il n'y a pas de raison que ces gens ne soient pas reconduits. Mais maintenant, le problème qui se pose, c'est ce problème de l'attelage la plupart du temps. Quand vous prenez, vous appelez des gens pour venir travailler, il faut qu'on ait le cap. Et pour le cap, je dis toujours, il faut ce langage de vérité. Il ne faut pas qu'on fasse croire aux Burkinabés qu'en 21 mois, on va arriver à résoudre la question terroriste, on va arriver à résoudre les problèmes fondamentaux, parce que à la base, c'est une restructuration de l'État burkinabé qu'il faut. Parce que tous ces problèmes que nous connaissons, ce sont des problèmes liés à la corruption et au délitement des valeurs d'intégrité et de probité au Burkina Faso. Et ça, c'est une question qu'il faut traiter. Alors, Ibrahim Traoré l'a dit quand il a rencontré les secrétaires généraux des ministères, il faut aller vite, d'éviter les lourdeurs administratives et autres. Quand vous avez entendu ce discours, tout est urgent et autres, vous êtes inquiété parce que quand on va vite, il y a des erreurs ou des détournements qui peuvent éventuellement arriver au Burkina Faso. Ça m'a fait tilt dans la mesure où, quand on dit que les lourdeurs administratives, il faut aller vite et autres, sans dire comment on va faire et de quelle manière il faut simplifier, mais c'est la porte ouverte au détournement. Dans la mesure où ce que l'on voit dans l'administration, la plupart du temps, c'est arguer l'urgence pour ne pas respecter les procédures et en ce moment, ça permet les surfacturations, les ententes directes et autres. Donc, sur la base de l'urgence, il ne s'agit pas d'aller vite et bien. Et les procédures, on a une administration qui a horreur des procédures, alors que sans procédure, c'est la porte ouverte à tout. Donc vous vous êtes inquiété quand il l'a dit ça? Ah oui, je me suis inquiété et en plus, je me suis encore inquiété quand il a dit que les voitures qui sont sur cale, il faut les choses. Alors qu'on ne nous dit pas où on en est par rapport aux équipements de l'armée. Si c'est... Apparemment, vous êtes préoccupé par cette question de l'armée, des équipements et autres. Oui, puisque c'est ça la question fondamentale aujourd'hui. Si on veut recouvrer les territoires, il faut que l'on sache d'où on part. Et si on ne le sait pas, on dit de prendre les voitures sur cale. Alors qu'on avait voté un budget important pour l'armée. Où est parti cet argent? Qui n'a pas permis d'avoir des pick-up pour équiper l'armée. Alors qu'on avait l'argent, on ne l'a pas utilisé. Si cet argent est là, pourquoi on ne va pas utiliser cet argent pour s'équiper? Au lieu de faire de dire qu'on va aller prendre les pick-up dans les ministères pour... non. Là encore, on risque d'avoir des situations où, avec l'urgence, on dit qu'il faut réparer urgemment et autres, on va donner à des amis. Donc c'est le boulevard pour l'enrichissement illicite qui s'est ouvert. Ah ben oui, mais ça si on... heureusement, par la suite, j'ai vu que le ministère du Budget est intervenu pour essayer de recadrer les choses, pour éviter que les gens n'utilisent les possibilités. Parce que même quand il y a les procédures, on les contourne. Ben, quand vous ouvrez la porte en disant c'est urgent et tout est urgent, sans préciser que dans l'urgence, il faut l'efficacité et le résultat,
Mais oui, ben, en ce moment, on va aller vers l'urgence. Donc, j'ai dit, il faut véritablement que dans les jours à venir, le président Ibrahim Traoré et le Premier ministre Kelem ben, adressent aux Burkinabés un langage de vérité et qu'on fasse le point de la situation sécuritaire du Burkina Faso et que cette situation sécuritaire soit connue des Burkinabés qui vont pouvoir savoir ce qu'il y a lieu de faire. Et c'est là où il y aura la mobilisation. Mais si on continue... Ils ont commencé à lancer des recrutements de VDP, oui, au niveau des communes, un recrutement massif quand même de jeunes. Pourquoi on recrute des VDP? C'est pourquoi faire? Ben, il y a toute une stratégie qui doit être clairement définie. La stratégie antiterroriste, est-ce qu'elle est élaborée? Depuis le temps, l'armée tourne en rond. Elle n'a pas encore sorti cette stratégie. Il y a une stratégie nationale de sécurité qui avait été adoptée. Oui, mais vous avez suivi un peu l'actualité. Elle n'est pas opérationnelle, mais la stratégie nationale, de là découle une partie de la stratégie antiterroriste. Mais sinon... Est-ce que vous voulez dire que l'armée burkinabé manque de stratégie? Elle n'arrive pas à faire face à l'urgence sécuritaire au Burkina Faso, clairement? Non, pour l'instant, c'est l'image que ça nous donne. Ce n'est pas moi qui le dis. Le président Ibrahim Traoré l'a dit. Puisque ce pourquoi elle devrait intervenir pour permettre aux populations de pouvoir retourner dans leur terroir et ne pas manger des feuilles, ben, ce n'est pas la réalité. Et il se trouve qu'actuellement, le maillage du territoire n'est pas du tout parfait. Parce que nous avons une situation où on nous attaque par ici, nous sommes obligés de déployer des forces de ce côté. Pendant ce temps, les autres ont la mobilité et ils agissent de l'autre côté. Et ce qui fait que ça crée de plus en plus la psychose. Et c'est dans cette situation que, véritablement, si on veut aller dans le sens de faire en sorte que les Burkinabés soient les premiers défenseurs de leur sécurité, bah, il faut qu'on dise aux Burkinabés quelle est la situation et qu'est-ce que l'armée peut vous apporter et qu'est-ce que vous avez à faire. Donc, il faut une stratégie pour dire, dans cette lutte antiterroriste, quel est le rôle de chacun. Quel est le rôle du journaliste dans cette stratégie antiterroriste? Quel est le rôle de l'enseignant? Quel est le rôle des jeunes, etc. Ben, si ça, ce n'est pas clairement défini, on va aller dans l'idée que c'est uniquement l'armée. Et c'est l'idée que la plupart des gens ont. C'est-à-dire, bon, on est assis et on attend. Les militaires n'ont qu'à faire le travail pour qu'on retrouve la quiétude. Oui, mais chaque fois quand il y a crise au Burkina, c'est à l'armée qu'on fait appel. Depuis 1966 à aujourd'hui. Ah non, ça c'est l'armée qui s'invite. C'est pas, on fait pas appel. Elle s'invite elle-même. C'est l'armée qui s'invite. La seule fois où il y a eu la question, c'est en 1966, quand on a dit l'armée au pouvoir. Mais ça, c'était par imitation avec ce qui s'était passé en Centrafrique. Ben, sinon, c'est l'armée qui s'invite, puisque une fois qu'on sort, on fait le pronunciamento, ben, on dit que l'armée a pris ses responsabilités. Donc, ce n'est pas quelqu'un qui a appelé l'armée, c'est l'armée qui s'invite. Et cette même armée est souvent appelée à prendre ses responsabilités par des acteurs politiques. On l'a vu. Oui, non, mais les acteurs politiques, ça c'est tout à fait normal, mais les acteurs politiques, quand ils travaillent de façon sous-marinière, mais quand les militaires sortent, ils ne disent jamais que ce sont par l'appel des acteurs politiques. Ils disent qu'ils ont assumé leurs responsabilités pour sauver le pays. Est-ce que c'est un jeu de dupes finalement entre les politiques et les militaires? Ah oui, mais puisqu'il y a toujours derrière un coup d'État, il y a toujours les politiques qui sont dedans. Il y a des politiques qui sont derrière et qui tirent aussi les ficelles. Et souvent, le problème qui se pose, c'est qu'on peut arriver à une situation où les politiques et puis les militaires, bon, les avis divergent et il peut y avoir des purges.
On fait le coup d'état. Prenez le cas au niveau du CNR, avec le PAI Lipad. Oui. À un moment donné, ils ont été évincés, alors qu'ils ont joué un rôle important dans l'avènement du 4 août. Oui. Donc, c'est ça. C'est-à-dire que par rapport à ce que vous avez apporté, à un moment donné, il peut y avoir des contradictions et donc vous pouvez être écarté ou vous prenez le dessus sur d'autres forces qui ont contribué à l'avènement du coup d'État. Je veux qu'on ouvre un gros chapitre consacré aux forces de défense et de sécurité du Burkina. Les gens évitent le débat, mais tout le monde dit que l'armée burkinabé est totalement divisée. Un capitaine qui prend le pouvoir, les officiers qui font des photos. On s'est dit, est-ce que ce ne sont pas des images qu'on diffuse pour assurer, mais dans le fond, les contradictions demeurent intactes entre les militaires au Burkina Faso? Mais oui, mais c'est ça. Depuis, à partir du coup d'État du CMRPN, on n'a plus un coup d'État de l'armée. Parce qu'avant, on a le 8 février, par exemple, c'est un coup d'État de l'armée. Mais à partir du CMRPN, c'est un coup d'État d'une fraction contre une autre. Et cela s'est accéléré avec le CSP1, le CSP2, le CNR, le Front populaire. Et on voit que ce que nous avons connu avec le Front populaire, la rectification, ben, c'est ce que nous vivons aujourd'hui. C'est la rectification au sein du MPSR. Donc, ça veut dire que, de ce point de vue, notre armée, quand vous prenez la situation aujourd'hui, ben, à Kosiam, c'était les forces spéciales qui étaient là. Ben, aujourd'hui, ce sont les Cobras. Et donc, vous allez dire maintenant aux forces spéciales d'aller sur le terrain, pendant que les Cobras sont... Et vous voyez bien que ce qui a justifié le coup d'État pour le faire, c'est cette revendication, à savoir que Damiba voulait récompenser les forces spéciales en leur donnant des logements et de l'argent. Alors, est-ce qu'il faut craindre qu'on donne aussi les mêmes avantages aux Cobras pour que d'autres unités aussi en demandent? Et finalement, on est comme dans un cycle chacun vient réclamer son dû. Mais bien sûr, parce que quand vous faites un coup d'État, qu'est-ce que vous avez comme élément fondamental? C'est d'avoir la hantise du contre-coup d'État. Et donc, c'est la question de la sécurité devient un élément très important. Et donc, on est dans la suspicion d'être renversé qu'on renforce les... Et pour moi, je me demande à quoi ça sert qu'on nous mette des situations dans lesquelles on se retrouve comme si on était sur le théâtre des opérations. On n'a pas besoin de tout ce folklore-là pour assurer la sécurité du président. Mais si le président a peur d'un coup d'État militaire? Ah oui, ben ça c'est sûr. C'est-à-dire que, surtout, lui, dans la manière dont il est arrivé, et du fait que ça n'a pas été du tout l'unanimité dès le départ pour sa venue, il est certain que la suspicion doit être un peu plus grande à ce niveau. Dans la mesure où, non seulement il est dans les officiers, et il est parmi les subalternes, et il n'est pas certain, comme on l'avait dit. Donc les images qu'on a vues, ce sont des images de façade alors? Ah non, mais non, ça c'est... Il y a ce qu'on appelle en matière de diplomatie les bonnes manières. Et donc on ne va pas révéler les contradictions au grand jour. Vous voyez bien les diplomates, quand ils finissent, ils sortent des salles, ils sourient et tout ça, ils se serrent la main. Mais quand on vous dit que nous avons eu des échanges francs, ça veut dire que bon, ça n'a pas été, ça n'a pas été facile dans la discussion. Mais ça fait partie du protocole. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de... Je prends seulement une image, vous l'avez projetée. Regardez quand le président Ibrahim a rencontré la hiérarchie de l'armée. Quand vous regardez les images des uns et des autres, on n'a pas l'impression que ce sont des gens qui étaient totalement tous enthousiastes de voir
le jeune capitaine venait leur donner la leçon. Donc, ça veut dire qu'il y a tout un travail, et c'est ça, le langage de vérité, qui va permettre véritablement d'avoir une situation exacte et de savoir d'où on part. Alors, vous avez parlé de suspicion. Roch Kaboré était à Ouagadougou, il donnait des instructions qui n'ont pas été respectées. Damiba, presque la même chose. Est-ce qu'Ibrahim Traoré risque de tomber dans le même piège? Non, en tant que chef de l'État, il ne peut pas être sur le terrain tout le temps. Un jeune capitaine à Ouagadougou et puis il va envoyer des officiers supérieurs sur le terrain. Est-ce qu'il ne va pas être victime de ce qu'il a reproché aux autres? Ah ben oui, mais le problème, c'est voilà pourquoi voilà pourquoi la critique qui était faite n'est pas justifiée. Parce que ce n'est pas lui qui est sur le terrain pour exécuter. Il peut donner un ordre et l'ordre n'est pas exécuté. Mais si ça ne réussit pas, c'est lui qui va porter la responsabilité parce qu'il est le chef. Et donc, à ce niveau, il ne peut pas, en tant que chef de l'État, se retrouver sur le théâtre des opérations parce que il va être un poids mort pour les équipes qui attaquent sur le terrain. Parce que lui, il faut d'abord qu'on le protège pour qu'il ne soit pas tué. Et en plus de cela, il faut qu'il puisse intervenir. Non. Il y a une confiance qu'il faut avoir. Et si cette confiance n'existe pas, de confier à d'autres le soin de mettre en œuvre sur le terrain, si c'est cela, il ne fallait pas qu'il accepte d'être à Kosiam. Il ne peut pas être à Kosiam et être sur le terrain. Il peut faire des déplacements pour aller voir les troupes et autres. C'est ce que les autres aussi ont fait, mais ça n'a pas porté fruit. Mais oui, mais il ne peut pas aller au combat. On dit, bon, Djibo est attaqué, le président est sur le terrain pour combattre En ce moment, il va à coup pour combien de temps? C'est ça. Donc, on a l'impression qu'on n'est pas encore sorti de l'ornière dans cette affaire. Non. Pas l'impression qu'on n'est pas sorti de l'ornière. Mais parce que c'est son rôle. Son rôle n'est plus d'être sur le terrain. Mais il a dit qu'il voulait continuer à faire la guerre. Il est jeune, il veut encore être sur le terrain. Il faut lui donner peut-être le bénéfice du doute. Il ne pourra pas le faire. Il ne pourra pas le faire parce que si c'est le faire, c'est du populisme. C'est du populisme. Son rôle, c'est de réfléchir. Il peut faire comme Abiy Ahmed en Éthiopie, Idriss Déby au Tchad. Ah non, mais ça, quand il va, ça c'est ponctuellement. Ponctuellement, il peut aller sur le théâtre des opérations. Et même là, si vous allez sur le théâtre des opérations et que les opérations sont dirigées par un lieutenant-colonel, vous ne pouvez pas venir là et dire que vous allez prendre la direction des opérations. Donc vous allez aller en tant que quoi? Chef suprême des armées. Oui, le chef suprême des armées, mais il ne commande pas sur le terrain. Parce qu'il ne connaît pas la réalité de la troupe. Il ne connaît pas quels sont les plans qui ont été mis en place pour pouvoir mener l'attaque. Donc, ça sera en fait pour galvaniser les troupes, oui, mais pas pour véritablement agir comme quand il était capitaine et qu'il était à la tête de ses troupes. C'est cela. Un saut dans l'inconnu, finalement, quand on vous écoute attentivement. Non, ce n'est pas un saut dans l'inconnu. C'est la fonction qui détermine la posture. Parce qu'il n'y a pas que, quand il devient président du Faso, chef de l'État, il n'y a pas que la question de... On dit chef d'État, pas président du Faso. Bon, oui, mais ça, on dit président de la transition, oui. Ouais, il est chef d'État. Chef suprême des armées. Voilà. Oui. Donc, mais le problème, c'est que s'il est chef de l'État, ça veut dire qu'il doit régler aussi les autres problèmes de l'État. Le Premier ministre peut s'en occuper. Ah non, mais c'est lui qui les choses. Parce que quand il doit en discuter, il ne peut pas déléguer toutes les prérogatives au Premier ministre, puisque quand il y a les décrets pris en Conseil des ministres, ces décrets sont signés par le président et le Premier ministre et contresignés par les ministres compétents. Donc, ça veut dire qu'il doit connaître aussi les dossiers. Et voilà pourquoi il y a besoin qu'il réfléchisse avec la hiérarchie de l'armée pour trouver les stratégies nécessaires pour impulser, pour donner les ordres. Alors, Luc Marius Ibriga, est-ce qu'on n'a pas constitutionnalisé finalement le coup d'État au Burkina? Ah mais oui, mais janvier, Damiba investi. Aujourd'hui, c'est finalement Ibrahim Traoré.
Mais vous êtes un connaisseur du droit. Ça vous a fait quoi de voir tous ces cérémonies? Non, c'est décevant de cette situation. Et c'est ça, je dis, actuellement, il y a un développement d'une culture du coup d'État dans la mesure où le gardien de la Constitution lui-même autorise les violations de la Constitution. Le gardien de la Constitution vous dit que les présidents ont démissionné, Damiba a démissionné, Roch Kabore avait démissionné. Mais non, donc, il n'y a pas de démission La Constitution est claire, le coup d'État est illégal. Et vous, vous êtes contre le coup d'État militaire? Alors, le coup d'État, la Constitution dit bien le coup d'État est illégal. Alors, de quelle manière peut-on venir donner une légalité à un coup d'État? Ce n'est pas une insurrection, ce sont des coups d'État. Il faut le dire. Et même si vous prenez au Burkina Faso, en 2014, le Conseil constitutionnel a validé la constitutionnalité de la charte avant que le président ne puisse prêter serment. C'est vous qui étiez à la manette en 2014. Or, ici, que ce soit en janvier ou maintenant, il n'y a pas eu de validation. Parce que s'il y avait validation, le Conseil constitutionnel ne peut pas permettre qu'il y ait une disposition qui dise, en cas de contrariété entre la charte et la Constitution, c'est la charte qui prime. Donc c'est une erreur grave qui a été faite. Oui, ça veut dire que la charte est au-dessus de la Constitution. Comment la charte peut être au-dessus de la Constitution? Et donc là, c'est un contrôle de constitutionnalité qui n'est même pas possible. Voilà pourquoi, en 2014, au départ, les gens avaient marqué cela, mais on a vite corrigé pour dire, en cas de contrariété, le Conseil constitutionnel statue. Ça veut dire qu'on laisse aux gardiens de la Constitution d'apprécier la conformité à la Constitution. Est-ce que le Conseil constitutionnel a tué la Constitution du 2 juin 1991 finalement? Mais je pense que quand vous prenez les choses, il y avait simplement de constater un état de fait. C'est un état de fait. Le Conseil n'est pas compétent pour savoir, pour apprécier la légalité ou non. Est-ce qu'ils avaient le choix? Bien sûr, ils ont le choix. Ils ont le choix. Pourquoi ils n'ont pas le choix? Ils ont prêté serment de travailler en toute indépendance. Et donc, ils ont le choix. Sur la base de la Constitution leur donnait même tous les éléments pour considérer qu'ils n'ont pas à se prononcer sur la légalité ou non des choses. Le président qui veut prêter serment, il n'y a pas à prêter serment, puisque ce n'est pas sur la Constitution. Et dans la mesure même, s'il était possible de le faire, ça supposait au préalable que le Conseil constitutionnel ait validé la charte. Or, apparemment, cette contradiction entre la charte et la Constitution vous désole. Hein? Ah oui, mais non. La preuve, c'est qu'on ne peut pas être au niveau du Conseil constitutionnel, valider et ne pas avoir validé la charte, alors que la charte comporte des dispositions qui sont contraires à la Constitution, en remettant en cause la suprématie de la Constitution et considérer, vu la Constitution, vu la charte. Oui. Et de ce point de vue, j'ai dit, à ce niveau, on a une situation dans laquelle on est en train d'asseoir une culture du coup d'État. Donc c'est finalement, on pourrait le dire, la mort de la démocratie burkinabé. Ah oui, puisque la démocratie suppose aussi la patience. C'est-à-dire, vous avez élu quelqu'un, vous lui avez donné un mandat, vous avez la possibilité, au terme du mandat, de remettre en cause son mandat. Avec cette multiplication de coups d'État, ne serait-il pas opportun de voir le système anglais? Vous voyez, en Angleterre, le parti conservateur est au pouvoir. Le Premier ministre Deacon, on l'enlève, on continue de fonctionner sans répartir forcément dans des coups d'État militaires ou des remplacements de chefs d'État directement. Non, ce n'est pas ça qui va résoudre le problème de coups d'État. Le problème de coups d'État, c'est une question de culture démocratique. Mais comment sortir notre armée des coups d'État militaires? C'est la grosse question. Mais oui, mais c'est ça, c'est le fait que dans le subconscient de la plupart des Burkinabés, le coup d'État est tout à fait normal. Il faut un travail au niveau des populations. Mais bien sûr, il faut un travail. Et aussi, la preuve, c'est que vous avez vu quand les questions de sécurité se posaient, on pose le problème de la sécurité comme étant un problème uniquement militaire.
qui concerne seulement les militaires. Seuls les militaires sont à même mais c'est eux qui ont les armes, c'est eux qui ont la formation. Ah mais non, mais on sait bien que les questions de géostratégie, les questions de géopolitique et autres, ce ne sont pas les militaires qui sont les plus outillés là-dessus. Et quand ils vont à l'école de guerre, ce ne sont pas des militaires seulement qui les forment. Donc la question de la sécurité et autres, ce n'est pas une question militaire. Elle a une partie militaire, mais il faut, la politique et la stratégie doivent être pensées avec l'ensemble de la société. Voilà qui est bien dit. Alors, beaucoup font des liens entre 66, Maurice Yamego renversé, 2014, Blaise Compaoré, 30 septembre 2022, Damiba. Est-ce que vous voyez des liens étroits entre ces différentes insurrections populaires qu'on a connues au Burkina? Non, disons que ce n'est pas la même chose. Mais c'est la rue pour la plupart du temps qui a fait le boulot. Il y a un lien entre 2066 et 2014, mais il n'y a pas de lien avec 2022. Mais si la population n'était pas dans la rue, Ibrahim Traoré ne serait pas... Mais oui, je vous ai dit que la population qui était dans la rue, c'est une population de personnes répondant à des appels qui ont été préalablement préparés. Tout comme ce qui s'est passé en janvier. Et la preuve, en janvier, on s'est rendu compte que le pourrissement de la situation s'est fait par l'intermédiaire de personnes qui se sont affichées étant comme membres du MPSR et très vite, je pense qu'on a dû exfiltrer cette personne pour éviter que ça apparaisse trop gros. Et je disais à l'époque que ça donne l'idée que le coup d'État a été préparé et que cela aussi va inciter d'autres à faire un coup d'État. La preuve, c'est que 8 mois après... L'histoire vous a donné raison. Voilà. Alors, nous sommes le 30 octobre 2022. Ça fait 7 ans, presque 8 ans que l'insurrection d'octobre 2014 a été faite. Est-ce qu'avec le recul, vous pensez que ça a été un échec quand on voit ces multiplications de coups d'État, alors qu'en 2015, vous avez résisté à un coup d'État de Djendjeré et depuis là, on avait cru que le Burkina n'allait plus repartir en arrière? Mais oui, mais le problème, c'est qu'on n'est pas dans la même situation. Et le fait est là qu'il n'y a pas de regret à avoir, ce n'est pas un échec. Au contraire, aujourd'hui, le Burkina Faso est armé de lois, de dispositifs juridiques qui peuvent nous permettre d'aller de l'avant. Même si notre constitution a été banalisée? Non. La constitution, d'ailleurs, c'est parce qu'on n'a pas suivi ce qui devait se faire sous la transition suite à l'insurrection populaire, qu'on se retrouve dans cette situation. Puisque la commission de réconciliation nationale et des réformes avait prévu les réformes dans les différents domaines, que ce soit au plan électoral, que ce soit au plan de la Constitution, etc. Et même pour la Constitution, les forces politiques à l'époque ont dit non, la transition veut se prolonger, tout ça, bon. Et ils ont dit non, il appartient aux partis politiques de pouvoir traiter ces questions. Les élections sont venues, et Roch-Marc Christian est arrivé au pouvoir. Il a mis en place, et ça, il faut le souligner, il a mis en place une commission constitutionnelle qui a travaillé de manière consensuelle. Et ça, c'est une première en Afrique. Et il y a lieu de ne pas perdre ce capital-là, à savoir que la Constitution, le projet de Constitution qui a été élaboré, a été élaboré de manière consensuelle. Et ça, c'est une victoire d'étape, selon vous, c'est très important. Ça, c'est une victoire d'étape qui venait... vers la Ve République qui n'a pas été finalement validée. Oui, c'est ça. Mais c'est une victoire qui vient aussi de l'insurrection. Quand vous prenez l'insurrection de 2014, on n'a pas mis ceux qui avaient été chassés du pouvoir, on ne les a pas mis de côté. Ils ont été à l'intérieur pour la rédaction de la charte. Ils ont signé, et c'est là la différence avec les deux chartes que nous connaissons. La charte de la transition avait été signée par les forces vives. Or, ici, c'est le président du MPSR qui signe la charte. C'est une petite dictature ou quoi? C'est une charte octroyée. C'est pas une... Donc vous ne vous reconnaissez pas dans cette charte de la transition? Non, c'est une charte octroyée.
Si on dit que c'est les forces vives, ça suppose que au moment de la signature, tout le monde doit ce sont les forces vives qui doivent les choses, pour montrer qu'il y a une adhésion. Mais quand ça devient un acte comme si c'était une situation tout à fait normale, une loi que l'on prend et que le président promulgue, non. Alors, les insurgés qui nous regardent, nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Ils en ont vu de toutes les couleurs, hein, injuriés, corrompus, des délations, des calomnies et autres. Qu'est-ce que vous avez à dire à ce monde-là qui a fait l'insurrection de 2014? Je pense que, véritablement, ce capital, aujourd'hui, fait en sorte que les Burkinabés ont la tête redressée et n'acceptent pas facilement l'inacceptable. Maintenant, le problème, c'est ce travail. Il y a eu une erreur au niveau de l'insurrection de 2014, c'est le fait d'avoir mêlé les organisations de la société civile à la gestion du pouvoir d'État. Cela a monté à la tête de beaucoup de responsables d'OSC qui croient que, bon... Même récemment, il y avait des gens qui bandaient les muscles à l'Assemblée législative de transition. Bien sûr, qui croient que sans eux, le Burkina Faso ne peut pas fonctionner. Et qui très vite se transforment en hommes politiques, soit par la création de partis politiques, soit... Non. La question fondamentale, c'est qu'il y a un acquis. Le refus de l'injustice et la nécessité de la liberté et de la démocratie. Parce que quand les gens sont sortis, c'est vrai, il y avait différentes attentes, mais le fait, c'est de dire à ceux qui gouvernent que le pouvoir ne leur appartient pas. Il appartient au peuple. Et si, en tant que délégataire du pouvoir du peuple, vous n'agissez pas dans ce sens, le peuple, à tout moment, peut reprendre son pouvoir. Voilà qui est bien dit. Luc Marius Ibriga, merci beaucoup. Merci. On est pratiquement en fin d'émission. On va vous souhaiter encore bonne santé. Merci beaucoup. Que Dieu vous donne encore la santé, la plénitude de continuer à être utile à la jeunesse à travers ces différentes sorties, mais aussi ces conférences que vous animez un peu partout. Et on se dit à très très bientôt pour encore d'autres rendez-vous de l'histoire du Burkina Faso. Merci beaucoup et de dire aussi à la jeunesse qu'il y a besoin de se former. Il y a besoin de se former pour véritablement être utile à la société. Et l'engagement, l'indignation est une bonne chose, mais il faut surtout aussi s'engager pour être utile à sa société. C'est l'utilité à la société, le respect du bien commun qui va permettre d'avancer. Et cela suppose une transformation sociale qui commence dans la cellule familiale, à l'école, à l'université, pour que véritablement nous ayons un Burkina de véritables Burkinabés. Merci beaucoup, Luc Marius Ibriga. Ainsi prend fin l'émission de ce jour. Amis de la liberté, de la démocratie et de la bonne gouvernance. Très bonne suite de programme à tous et à toutes. On se dit rendez-vous la semaine prochaine avec un nouvel invité. Bonsoir chez vous.